Eh bien, bienvenue à cette dernière table ronde consacrée à la protection des signalements dans le cadre de signalements en lien avec la criminalité organisée. Comme cela a été dit à maintes reprises lors de ce colloque, l'efficacité d'un mécanisme d'alerte est basée sur la confiance. C'est en fait la confiance que la personne pourrait avoir pour protéger sa confidentialité, mais aussi la protection qu'on pourrait donner aux lanceurs d'alerte. Nous avons vu lors de la dernière table ronde que la législation a augmenté la protection des lanceurs d'alerte et même si cette protection s'est améliorée considérablement, il y a le soutien financier, le soutien psychologique donné par les associations. Cette protection vise essentiellement à protéger le lanceur d'alerte de toute représailles physique ou juridique, mais il y a aussi les menaces physiques, les menaces à l'intégrité, non seulement aux lanceurs d'alerte, mais aussi à ses proches. Donc, comment encourager le signalement, comment mieux protéger le lanceur d'alerte. Et c'est en fait notre sujet de discussion lors de cette table ronde. Pour répondre à cette question, je suis vraiment ravi d'accueillir Monsieur Stéphane Ardouin, qui est en fait magistrat. Il a été le procureur du tribunal de Créteil. Vous êtes également en train de travailler pour la police nationale. Sophie Muller, merci de votre présence. Merci d'avoir remplacé la directrice des affaires criminelles et des grâces. Vous travaillez pour le parquet anti-terrorisme au sein du ministère de la Justice et vous êtes également chargé de lutter contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent. Je suis également ravi d'accueillir Stéphanie Oli, pardon, c'est Alessandro Sutera Sardo qui est le procureur en Italie et qui est également un magistrat de liaison en France, italien en France. Vous avez beaucoup d'expérience dans la coopération internationale et dans la criminalité organisée. Et il y a aussi Stéphanie Holling. Merci d'être venue à Paris. Vous êtes en fait un expert au sein de l'unité de prévention de crimes et de et de justice pénale à l'ONU-DC. Vous avez travaillé à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. Donc, Stéphanie, je vais commencer avec vous. Bien entendu, la France n'est pas le seul pays qui est ravagé par la criminalité organisée. En 2020, l'ONU-DC a publié une étude sur la corruption et la criminalité organisée. Et vous vous êtes focalisé sur comment donner des incitations aux fonctionnaires et aux autres pour signaler tout incident de criminalité auquel ils ont participé. Vous avez eu un retour de 56 pays, et donc je suis vraiment intéressé par cette étude et qui porte sur la corruption liée à la criminalité organisée. En anglais, quand on parle de la protection des lanceurs d'alerte dans les cas de corruption, donc je vais d'abord donner quelques informations contextuelles et je vais définir le problème parce que tout le monde n'est pas du tout au courant. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que l'étude qui a été menée cette année, nous avons étudié des mesures qui sont prises dans 56 pays. Nous voyons que la corruption et la crime organisée vont main dans les mains. Le narcotrafic, le trafic des migrants, tout dépend de la corruption. Et les groupes
vraiment, les groupes criminels ont vraiment besoin d'éviter l'œil public. Donc, tout cela, c'est occulte, c'est très complexe lorsqu'il s'agit d'une opération transfrontalière. Et c'est un phénomène qui ne cesse pas de grandir. Si nous regardons les opérations de piratage à l'échelle mondiale, vous pouvez comprendre jusqu'à quel point c'est un phénomène a pris de l'ampleur. Les autorités publiques doivent être impliquées et le besoin est vraiment là. Les décideurs, les politiciens, les juges, les responsables de douane, les agences de protection des enfants, toutes les agences publiques ont été corrompues par le crime organisé pour faciliter les activités criminelles ou bien les aider à s'échapper à la justice. Et tous les fonctionnaires sont vulnérables. Je ne sais pas s'il y a une institution qui est complètement immunisés, car beaucoup de fonctionnaires sont nécessaires pour faciliter la criminalité organisée et ils sont systématiquement ciblés. En même temps, la sensibilisation dans plusieurs pays est très faible. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de pouvoir. Dans la corruption régulière, il y a quelqu'un qui prend de l'argent et quelqu'un qui donne. Mais ici, c'est vraiment l'extorsion et les frontières entre la corruption et l'extorsion sont très floues. Les montants de pots de vin sont extrêmement élevés, donc plus importants que les salaires. Il n'y a pas que les hommes politiques qui sont ciblés, mais aussi les personnes qui sont vraiment en bas de l'échelle, qui ouvrent la porte. Et parfois, on leur donne 10 000 euros juste pour pousser un bouton, par exemple. Et il est très difficile de dire non parce qu'il y a cette menace tangible de violence. Et même si vous dites non une fois, la deuxième fois, c'est beaucoup plus difficile. Et si vous avez dit oui une fois, vous êtes complètement pris dans le piège. Et vous ne pouvez plus sortir. Et il n'y a personne auprès de qui vous pouvez faire un signalement. Vous ne pouvez pas dire les policiers parce que vous avez en fait commis un crime. Donc, si vous arrêtez la coopération, là, il y aura des représailles. Donc, c'est la différence avec la corruption normale. C'est vraiment il y a une menace réelle de violence physique et cela donne les taux de signalement qui est très très faible. Et donc, les fonctionnaires ne font pas le signalement. Mais en même temps, c'est la seule façon d'avoir des informations internes. Sinon, on ne peut pas en avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner des incitations aux fonctionnaires de lancer des alertes, de faire des signalements car ce sont des points d'entrée le plus forts pour combattre ce fléau. Dans cette étude, nous avons étudié 55 pays et les mesures qui ont prises pour mieux comprendre le lien entre la corruption et la criminalité organisée. Et nous avons vu que la sensibilisation relative au risque est très faible. Le système de protection est très limité pour les lanceurs d'alerte. Et les pays... But we also work with developing countries and we work with very small countries. Our smallest member state has 1,500 inhabitants and try to provide anonymous reporting there and try to provide protection to a whistleblower in a country with that size. So this is why I think it's so great that you added this topic to the agenda. Et je suis vraiment ravi que vous avez ajouté ce sujet et j'attends avec impatience d'entendre les autres. Et est-ce qu'à la suite de ce rapport... Now, after this report, can you make recommendations? Even though if you say that very few countries have genuine adapted mechanisms, have you identified best practices whose promotion is going to be extremely useful for all countries? Vous avez compris des bonnes pratiques que les pays sont en train de prendre. Alors, ce que nous voyons en termes de mesures et ce que nous recommandons
Alors, nous souhaitons vraiment que les fonctionnaires et les employés puissent faire des signalements, mais il faut vraiment apaiser leurs craintes dans un premier temps, surtout quant aux conséquences qui sont liées à leurs actions. Comment faire en sorte que ces fonctionnaires peuvent être le point d'entrée pour détecter la criminalité organisée? Alors, il y avait des recommandations sur le reporting, le signalement, et lié à la protection. Donc, il faut avoir des canaux de signalement qui sont sûrs, plusieurs canaux. Le signalement interne n'est pas sûr parce que votre superviseur ou votre collègue peuvent être corrompus. Et tout le monde ne fait pas confiance à la police dans tous les pays parce qu'il y a la possibilité d'infiltration également. Ma recommandation personnelle, surtout pour les pays qui ont des remous de ressources limitées, c'est d'avoir un avocat indépendant que l'employé pourrait vraiment embaucher pour un euro symbolique pour avoir l'accord de confidentialité. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier des conseils juridiques gratuits sur la protection, sur les conséquences. Certains pays ont également des organisations de lancement d'alerte et cela peut aussi fournir des services comme le soutien psychologique, et parfois, ils peuvent également être le substitut et aussi donc témoigner à la cour. Donc, il faut vraiment faire le plaidoyer de ces canaux de signalement dans toutes les langues. Et il faut utiliser un langage très simple parce que nous avons affaire à des personnes qui ne parlent pas la langue locale ou bien quelqu'un qui n'est pas très éduqué, très instruit. Donc, il faut absolument que ces personnes comprennent quels sont les différents canaux de signalement. Et il faut absolument diffuser ces informations à travers les médias sociaux. En ce qui concerne la protection, donc il y a 4 étapes. La priorité, c'est de garder le lanceur d'alerte en vie. C'est une priorité. Ça semble drôle, mais c'est quand même une préoccupation assez légitime. Ensuite, il faut les maintenir en bonne santé. Ensuite, il faut éviter tout traumatisme. Et quatrièmement, il faut qu'ils soient à l'aise et il n'ait pas beaucoup d'impact. Donc, les autorités doivent vraiment étudier les risques et doivent avoir tout un éventail de réponses, de mécanismes qui peuvent être déployés très vite, de façon flexible. Je pense que lorsque la criminalité organisée est impliquée, il faut commencer par la protection des témoins. Et comment est-ce que nous pouvons élargir ce programme aux lanceurs d'alerte? Donc, la relocation, changement d'identité. Donc, il y a des mécanismes traditionnels qui sont disponibles et cela doit s'appliquer aux lanceurs d'alerte. Et aussi le témoignage anonyme, une audition à huis clos. Donc, tout cela doit vraiment maintenir l'anonymat du lanceur d'alerte quand il deviendra témoin. Et vous devez aussi évaluer le risque et répondre aux risques sans bureaucratie. Donc, il faut vraiment avoir la possibilité de repatrier la personne. Et il faut peut-être aussi cibler tout cela selon le risque. Une autre chose, c'est la certitude de ces actions sur le lanceur d'alerte. Bien sûr, le lanceur d'alerte souhaite conserver son travail et éviter la prison. Donc, vous avez le dilemme en tant qu'autorité publique de le sanctionner et de garder quelqu'un sur qui vous ne faites plus confiance. Donc, il faut vraiment voir quelle est la volonté de ce lanceur d'alerte. Est-ce que c'est volontaire? Ou bien est-ce qu'ils ont été ils ont fait objet d'extorsion? Et en tant
employeur, est-ce que vous pouvez prendre des sanctions contre ce lanceur d'alerte? Est-ce que vous pouvez le faire bénéficier d'une sorte d'amnistie? Et au lieu d'envoyer aux prisons, il faut peut-être l'assigner à la résidence, parce que la prison, c'est la pire chose lorsqu'il s'agit d'un lanceur d'alerte, parce que tous les ennemis sont dans la prison. Donc, juste pour résumer, ce que nous suggérons, c'est d'avoir tout un éventail d'outils que vous pouvez utiliser de façon souple, sans beaucoup de démarches administratives. Aussi, avoir des procédures d'opération standard en fonction du niveau de risque et du niveau de menace. Et vous devez toujours faire preuve de la créativité aussi. Et je m'arrête là. Et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. C'est une revue extrêmement complète de solutions à la fois précises et très pragmatiques. C'est vrai qu'on a eu le réflexe de sourire lorsqu'il s'est agi d'invoquer de maintenir en vie les lanceurs d'alerte et les personnes qui signalent, mais c'est effectivement l'enjeu auquel on est confronté dans le cadre de la criminalité organisée, du narcotrafic et de la violence extrême qui malheureusement ponctue les nouvelles quasi quotidiennement désormais en France également. Vous avez parlé d'un arsenal et on va s'intéresser justement à l'arsenal qui est propre à la protection physique de ces signalants, puisque là on est au-delà du whistleblowing, c'est-à-dire du lanceur d'alerte, mais de gens qui peuvent être amenés à révéler des faits auxquels ils ont participé, notamment. Et je vais donc donner la parole à notre collègue italien, puisque l'Italie a une pratique ancienne. Je ne sais pas si c'est le premier pays à avoir mis en œuvre ces dispositifs, je crois dans les années 80, évidemment pour lutter contre la mafia et faire sortir ces dossiers, mais on est impatient que vous nous racontiez la mise en œuvre de ce dispositif. Merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à tous. Merci Alice et je remercie aussi l'Agence française anticorruption pour cette invitation. C'est un honneur de pouvoir partager un sujet essentiel comme la protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption, en particulier lorsque celle-ci est utilisée comme outil par la criminalité organisée. Vous avez me donné deux défis quasiment impossibles qui m'attendent. Vous tenir éveillé après une journée si riche de réflexion et deuxièmement, de donner un aperçu du système italien en 15 minutes. Donc, bon, essayons. En Italie, l'histoire de la lutte contre les mafias, Cosa Nostra, 'Ndrangheta et Camorra, montre que protéger les témoins n'est pas seulement un impératif démocratique, c'est aussi un enjeu de sécurité personnelle pour les témoins. Les données de la Direction nationale antimafia, de l'Agence nationale anticorruption, que c'est l'équivalent de votre AFA, révèlent que les secteurs les plus exposés sont les marchés publics, la santé, la gestion des déchets, l'énergie et l'accès aux fonds européens. Là où l'État investit, les mafias cherchent à s'infiltrer. Et ce qui s'oppose devient vulnérable et souvent des cibles. En Italie, la protection des lanceurs d'alerte s'est développée progressivement. 2012, réforme de 2017 pour le secteur privé, et puis modernisation en 2023 qui unifie les règles, élargit le champ d'application et renforce les garanties. Des piliers sont désormais essentiels dans le système des lanceurs d'alerte en Italie, la confidentialité stricte de l'identité de l'auteur du signalement et l'interdiction absolue des représailles. Et l'ANAC est l'autorité chargée de constater les représailles et de sanctionner. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'alerte touche à la criminalité organisée? C'est là, je pense, que le cas italien devient unique en Europe. Comme j'ai introduit à l'instant, en Italie, la corruption devient souvent un instrument stratégique des organisations criminelles. En Italie, la corruption n'est souvent pas un simple crime, est l'outil stratégique des organisations mafieuses pour contrôler l'économie et influencer la politique. Trois aspects méritent d'être soulignés. Le premier, contrôle économique des territoires. Les mafias cherchent à orienter marchés publics, concessions, subventions et fonds européens pour renforcer leur pouvoir. Le deuxième, infiltration de l'administration. La corruption permet de placer des complices, de neutraliser les contrôles et de créer une dépendance des acteurs économiques, avec la conséquence que l'administration perd alors sa neutralité. Troisième, pression sur les lanceurs d'alerte.
dénoncer la corruption liée aux mafias expose à des représailles, soit invisibles, isolement, diffamation, pression sociale, mais souvent aussi à des menaces visibles, intimidation et violence. Les profils les plus à risque sont les fonctionnaires locaux, les responsables des achats publics, les entreprises et les professionnels des secteurs stratégiques. C'est aussi pour ces raisons qu'en Italie, la protection des lanceurs d'alerte doit aller au-delà de la seule sphère professionnelle. Elle doit inclure la dimension de la sécurité personnelle. Pour mieux comprendre les sujets, peut-être la différence entre les différents systèmes de protection, c'est utile d'opérer une distinction terminologique et juridique. 3 figures existent en Italie. Les lanceurs d'alerte ordinaires, c'est la figure où la confidentialité est au cœur du dispositif. L'identité des lanceurs d'alerte est protégée, y compris vis-à-vis de l'employeur et de l'autorité disciplinaire. L'ANAC gère une plateforme cryptée de signalements anonymes parmi les plus sûres d'Europe. Les mesures de protection comprennent l'interdiction de la représailles, les droits à une indemnisation en cas de violation, la suspension ou l'annulation des mesures de la représailles, une assistance juridique gratuite dans certains cas. Toutefois, aucune protection physique ou personnelle n'est automatiquement prévue pour les lanceurs d'alerte ordinaires. La deuxième figure, c'est les témoins de justice. Les témoins de justice représentent une évolution du système antimafia lancé dans les années 90. Il ne s'agit pas de collaborateurs internes au crime, mais de citoyens honnêtes qui dénoncent des crimes. Je vais vous parler dans les détails dans quelques instants pour ce qui concerne les mesures spécifiques pour les témoins de justice. La troisième figure est celle de collaborateurs de justice. Il s'agit des anciens membres de l'organisation mafieuse qui ont choisi de collaborer. Ils bénéficient d'un programme de protection très complet, nouvelle identité, transfert, soutien économique, mais leur lot est différent. Ils ne dénoncent pas pour des raisons éthiques, mais pour des raisons de convenance et pour obtenir des bénéfices procéduraux dans le cours des procès. Mais la réalité, de temps en temps, brouille cette distinction, car lorsque l'alerte concerne une mafia, le simple lanceur d'alerte peut devenir de fait un cible physique et il peut se retrouver dans une zone grise, ni témoin de justice, ni pleinement protégé. Autrement dit, le droit n'est pas encore complètement aligné sur la gravité des risques concrets. Le défi actuel est donc d'unifier ces mécanismes de protection lorsque la corruption s'entrelace avec la criminalité organisée et de transformer les lanceurs d'alerte en témoins de justice. Parler du système de protection des témoins de justice, c'est entrer au cœur d'un dispositif essentiel de la lutte menée par l'État italien contre la criminalité organisée. Les témoins de justice ne sont pas de simples sources d'information. Ce sont des citoyens qui, au prix de leur tranquillité, parfois même de leur identité, ont choisi la voie de la légalité. Avant de présenter les mesures concrètes de ce système, peut-être utile de rappeler brièvement les fondements institutionnels de ce système. Le système italien repose sur la loi 2001, renforcée par la réforme 2018, qui définit en détail la figure des témoins de justice et la distingue clairement de celle du collaborateur de justice. Au centre du dispositif se trouve le comité central pour la protection des témoins, organe du ministère de l'Intérieur composé de magistrats, experts et de responsables des forces de police. Ce comité évalue la gravité et la nature des menaces, la crédibilité du risque et la nécessité d'activer un programme spécial de protection. Et passons maintenant à ce qui constitue véritablement la substance du dispositif, les mesures concrètes de protection destinées à garantir la sécurité des témoins. Le dispositif italien peut être présenté comme un ensemble cohérent composé de 4 grandes catégories de mesures. Protection physique, sécurité logistique, protection économique et professionnelle, soutien social et psychologique. Les mesures de protection physique, il s'agit d'interventions les plus immédiates destinées à garantir l'intégrité du témoin. On a tout d'abord une surveillance et des escorts. Lorsque la menace est concrète ou urgente, les témoins peuvent bénéficier d'une surveillance à domicile, d'une escorte pour ses déplacements,
des patrouilles régulières. Ces premiers niveaux visent à neutraliser les risques les plus pressants et urgents. Après, on a aussi la possibilité d'un transfert dans une localité protégée. Si la menace est plus structurelle, comme lorsqu'elle provient d'un réseau criminel organisé, une mesure plus radicale peut être nécessaire, le transfert. Le témoin peut alors être déplacé dans une autre région, dans un lieu où son identification est difficile, avec une adresse soustraite au registre public. Et cette mesure peut être, bien sûr, être étendue aussi à toute la famille du témoin. Et on peut aussi arriver à un changement d'identité. Dans les cas les plus extrêmes, l'État peut procéder à un changement d'identité lorsqu'aucune autre mesure ne garantit une sécurité durable. Les mesures de sécurité logistique. Ces mesures concernent l'organisation matérielle du quotidien du témoin. Le ministère de l'Intérieur peut attribuer des logements sécurisés, équipés de systèmes de surveillance et situés dans des lieux difficilement repérables, afin de garantir stabilité et protection. Les déplacements des témoins sont également encadrés grâce à des véhicules discrets, des itinéraires protégés, des protocoles de transport pour les audiences judiciaires. Pour ce qui concerne la protection économique et professionnelle, témoigner peut signifier, comme vous pouvez comprendre, perdre quelquefois son emploi ou son activité. Et le système prévoit donc plusieurs formes d'aide dans ces cas. Un soutien économique, une allocation mensuelle permet au témoin et à sa famille de subvenir aux besoins et de découvrir les dépenses essentielles. Une indemnisation pour perte professionnelle. En cas de fermeture d'entreprise ou de représailles économiques, le témoin peut recevoir des compensations financières, des fonds pour relancer une activité et des élargissements fiscaux. Dans certains cas, la loi prévoit aussi la possibilité d'un reclassement professionnel. L'objectif final est l'autonomie. Les programmes favorisent donc une reconversion professionnelle, l'accès à des emplois publics et des partenariats avec des entreprises privées. Au-delà des aspects matériels, il est indispensable, bien sûr, d'accompagner le témoin dans sa nouvelle vie. C'est pour ça que la loi prévoit, par exemple, un soutien psychologique. Le brusque changement de vie, la pression du procès et la persistance de la menace nécessitent un accompagnement spécialisé, également ouvert à la famille et aux enfants des témoins. Un référent institutionnel accompagne les témoins dans les démarches administratives et facilite ses relations avec l'administration centrale. Enfin, parce qu'une vie protégée doit aussi rester vivable, l'État soutient l'intégration progressive du témoin dans son nouvel environnement. En définitive, le système italien de protection des témoins de justice représente bien plus qu'un ensemble de mesures techniques. Il incarne l'engagement de l'État à défendre ceux qui choisissent la vérité face au pouvoir de l'organisation criminelle. Et protéger un témoin, c'est protéger un acte de courage, mais aussi préserver la capacité même de la justice à fonctionner. Dans la lutte contre la criminalité organisée, les témoins sont souvent les maillons les plus fragiles, mais aussi les plus déterminants. Leur garantie sécurité, dignité et avenir n'est donc pas seulement un devoir institutionnel, mais c'est aussi un outil pour contraster les crimes. Je vous remercie pour l'attention. Je suis assez étonnée, je n'avais pas connaissance de l'intégralité de ce mécanisme. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Sur quel budget est financée cette protection et combien sont décidés chaque année? Ou combien ont été décidés depuis l'entrée en vigueur du système? Bon, les budgets, c'est décidé au niveau central du ministère intérieur, donc je n'ai pas les chiffres. Je vais dire que dans ce moment-là, dernier rapport, ils disent qu'on a au moment 80 témoins de justice, sans compter les membres de la famille, bien sûr, donc sinon on arrive presque à 300 personnes qui sont protégées. Et par contre, le nombre de collaborateurs de justice, soit de gens qui appartenaient aux organisations criminelles qui décident de collaborer avec l'État, sont plus de 1000. Peut-être maintenant sur les repentis, qu'est-ce qui se statut de ceux qui ont participé à l'infraction?
Oui, mais les niveaux de protection, c'est presque le même, et avec de petites différences, mais les mesures sont presque les mêmes. Peut-être je peux ajouter combien ça dure les programmes spéciaux de protection. Bon, ça dépend, il n'y a pas de règle. Ça peut durer que pour les temps du procès, ou sinon aussi pour toute la vie. Donc, je me retourne vers vous pour vous demander finalement on en est où en France, la réglementation a évolué, comment on se situe, quel est le niveau de protection qui est proposé, que ce soit à la fois pour les témoins ou également pour ceux qui ont participé à l'infraction. Merci beaucoup déjà d'avoir associé la direction des affaires criminelles des grâces à votre colloque. Et donc, j'ai réitéré les excuses de Mme la directrice qui est empêchée aujourd'hui. Alors, effectivement, où on en est sur la protection des auteurs des signalements d'atteinte à la probité dans le cadre de la criminalité organisée. L'exemple italien nous a beaucoup inspiré depuis longtemps, puisque le dispositif français de protection des repentis ou collaborateurs de justice a été introduit en 2004, mais n'est entré réellement en vigueur qu'en 2014 et a été réformé très récemment par la loi du 23 juin 2025, donc, qui visait à sauver la France contre le piège du narcotrafic. Alors nous, en France, sur cette protection, on a plusieurs niveaux en fait, de protection qui peuvent être déclinés procéduralement. Parce que là, moi, je vais me situer dans le champ de ce qui relève de l'autorité judiciaire, donc les mesures procédurales qui peuvent être prises pour préserver l'identité ou la localisation d'un témoin, accompagner un repenti, sachant que le volet vraiment de prise en charge physique va relever de l'autorité administrative. Donc on a des dispositifs assez souples, en fait, dans un grand champ de procédures, qui peuvent être par exemple le fait d'avoir recours à un témoignage sous X. Donc là, c'est avec l'autorisation d'un juge, au juge de liberté de la détention, dans des procédures pour des délits qui sont punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Et en fait, à la demande d'un magistrat, procureur ou juge d'instruction, on va apprécier l'opportunité de ne pas révéler dans la procédure même l'identité d'un témoin, afin que son témoignage, qui pourrait entraîner pour elle des représailles directes pour sa vie ou celle de ses proches, soit serein, et que cet élément d'information soit retiré de la procédure. On a également un dispositif qui permet, dans le temps de l'audience seulement, là, de ne pas citer nommément le nom d'un témoin lors des audiences qui sont publiques, pour que si dans la procédure, l'intégralité des parties connaissent l'identité de ce témoin, que ceci va déposer, finalement, la presse et le public présent dans la salle n'ait pas connaissance de son identité. Et puis pour les cas qui sont plus complexes, des infractions de très grande gravité avec des risques encore plus élevés, on a nous aussi un dispositif donc, de protection particulière à la fois des témoins et des collaborateurs de justice. Donc les collaborateurs de justice, j'ai peut-être commencé par eux, parce que c'est dans l'objectif de rendre plus attractif ce dispositif qu'il a été récemment réformé par la loi de juin 2025. Un collaborateur de justice, c'est quelqu'un, comme l'a indiqué à l'instant mon collègue pour l'exemple italien, qui appartient à l'organisation criminelle, qui a commis une infraction, qui donc de ce fait peut être poursuivi, mais qui va bénéficier d'une réduction de peine parce que les révélations d'importance qu'il fait pour l'autorité judiciaire vont permettre soit d'empêcher la réalisation de l'infraction, soit, surtout, le plus souvent, d'en identifier les auteurs ou les complices et le plus souvent d'essayer d'identifier les commanditaires de l'infraction qui est réalisée. Ce mécanisme donc, permet de bénéficier d'une réduction de peine qui était portée à environ la moitié de la peine jusqu'à récemment, mais on n'avait qu'environ une soixantaine de personnes qui en avaient bénéficié depuis 2014, ce qui a été associé à ce mécanisme de réduction de peine, l'entrée dans un dispositif piloté par la Commission nationale de protection et de réinsertion, une commission indépendante, présidée par un magistrat et composée de représentants des forces de l'ordre, de magistrats, de personnes qui sont qualifiées dans la lutte contre la criminalité organisée et qui va, elle, avoir la charge de définir les mesures de protection dont peuvent bénéficier ce repenti. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ces mesures, mais ça peut aller aussi jusqu'à la relocalisation. En tout cas, c'est un dispositif qui se veut global, qui prend en compte l'intégralité de la vie d'une personne et potentiellement de ses proches,
proches, pour véritablement l'extraire d'un milieu criminel et éviter toute représailles sur cette personne, à la fois dans le temps de la procédure, dans le temps fort qu'est celui du procès, mais aussi, bien sûr, de manière, au long terme, pour favoriser donc sa réinsertion. Donc ce dispositif, je l'indiquais, il avait bénéficié à environ une soixantaine de personnes parce qu'on avait identifié plusieurs freins à sa mise en œuvre, et notamment le fait que le gain procédural pour les personnes qui étaient candidats à l'entrée dans ce dispositif n'était pas tout à fait garanti. Il y avait une sorte d'aléa, parce que finalement, procéduralement, il n'était pas extrêmement transparent que la personne allait en bénéficier, et en outre, toutes les infractions relevant de la criminalité organisée ne permettaient pas d'y accéder. On avait donc là des limites assez importantes. Donc la réforme introduite en juin 2025, elle se veut particulièrement ambitieuse dans le sens où elle va permettre l'accès à ce dispositif à des individus qui ont commis un certain nombre d'infractions qui relèvent de la criminalité organisée extrêmement grave, jusqu'à des meurtres en bande organisée, des participations à des associations de malfaiteurs. Donc les crimes de sang sont désormais inclus. Le bénéfice en termes de réduction de peine qui est envisagé, qui peut être octroyé donc jusqu'à la hauteur de 2/3 de la peine encourue. Donc, qui peut être un bénéfice qui est particulièrement intéressant. Et surtout, la nouveauté du dispositif, c'est d'avoir scindé en deux la question ce que je vais appeler le gain judiciaire, donc, et l'intérêt judiciaire, surtout aux déclarations, et l'appréciation par l'autorité judiciaire de l'intérêt de ces déclarations, des mesures de protection. C'est-à-dire que du côté de la procédure pénale, vous allez avoir donc une personne qui est impliquée, qui va faire des déclarations qui tout d'abord vont rester confidentielles, qui vont être évaluées par les magistrats en charge de la procédure et qui vont soumettre à la chambre de l'instruction, donc une autorité judiciaire, l'accession de cette personne au titre donc de collaborateur judiciaire. L'obtention de ce statut procédural va, en quelque sorte, verrouiller le fait que la justice va reconnaître l'intérêt déterminant des déclarations de cette personne pour l'avancée de l'enquête, et va ensuite, de manière quasi automatique, entraîner le fait que si elle maintient ces déclarations, si on n'a absolument aucune raison de venir nous les remettre en cause, si elles n'étaient pas mensongères, si elles ne cherchaient pas à instrumentaliser la justice, le gain de réduction de peine sera finalement prononcé et pris en compte par les magistrats qui seront amenés à juger de cette personne. Donc ça, c'est dans le temps de la procédure judiciaire. Et en parallèle, l'entrée donc, dans ce dispositif va permettre aussi la prise de mesures de protection par la Commission nationale de protection et de réinsertion. Donc là, qui est juste saisie par les magistrats, mais c'est la commission qui décide elle-même de toutes les mesures administratives, y compris l'identité d'emprunt. Et donc, c'est cette commission qui peut décider, lorsque cela est nécessaire, donc d'octroyer une identité d'emprunt, qui est donc une mesure administrative associée à ces repentis. Donc ça, c'était pour les collaborateurs de justice. Et donc, l'objectif, maintenant, dans la mise en œuvre de cette réforme, donc, qui n'attend que des décrets d'application qui vont intervenir très prochainement, c'est véritablement de pouvoir permettre à l'ensemble des forces de l'ordre d'avoir une réponse étatique qui vise un démantèlement plus efficace des organisations criminelles, en permettant de convaincre des individus qui seraient particulièrement intéressés par à la fois le gain judiciaire, mais également la protection, de venir faire des déclarations décisives pour pouvoir mettre en cause notamment les commanditaires les plus hauts du spectre de l'organisation. Ce mécanisme, il se décline aussi pour les témoins. Alors là, c'est à la demande, c'est une réquisition du procureur de la République pour les témoins, alors dans des situations qui sont également restreintes, pour lesquelles donc, il y a un véritable risque de représailles pour leur vie et celle de leurs proches. Auparavant, les qualifications, donc les infractions pour lesquelles on pouvait y accéder étaient extrêmement restreintes. Maintenant, c'est ouvert à tous les témoins qui vont faire des déclarations en lien avec des infractions qui relèvent de la criminalité organisée, y compris la corruption en bande organisée, y compris la corruption d'agents publics. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entrée dans ce dispositif de protection, donc là, si on a des témoins qui sont orientés vers la Commission nationale de protection et de réinsertion, qui va donc apprécier la pertinence d'octroyer des mesures de protection, l'entrée dans ce dispositif est extrêmement contraignant pour la personne qui le demande et pour ses proches. Donc, il y a une phase aussi d'évaluation de la capacité matérielle même à pouvoir faire entrer quelqu'un dans ce programme et assurer véritablement de manière globale sa protection. Donc,
Pour résumer par rapport à votre question, le système évolue et on espère surtout que ça permettra une meilleure prise en compte de ces enjeux majeurs pour les enquêtes judiciaires à l'avenir. Merci beaucoup, c'est très intéressant et c'est aussi très important d'en faire une large publicité pour que le système puisse être de plus en plus opérationnel. C'est vrai qu'en vous entendant, on voit les progrès, on voit l'élargissement des infractions, on voit le même régime qui peut être appliqué en termes de protection, si j'ai bien compris, à ce qu'on appelle classiquement le repentir et le témoin, mais on voit également la même difficulté qui a été soulignée par Alessandro, c'est la question de la zone un peu intermédiaire, c'est-à-dire du témoignage qui ne serait pas forcément décisif ou non déterminant pour l'avancée de l'infraction, parce que je pense que celui qui témoigne ne sait pas encore lui, forcément, enfin, peut-être que si, je ne me rends pas compte, mais si l'information qu'il apporte va être déterminante, mais à partir du moment où il apporte une information, il se met en danger. Et alors, dans des proportions tout à fait différentes, ça évoque un peu la tension qu'on a eue à l'AFA lorsque on a eu ce travail et cette mission d'évaluer la corruption en lien avec la criminalité dans les ports, qui était de se dire, mais finalement, la femme du docker, parce que c'est un peu toujours l'exemple qu'on donne, mais qui elle, voit son mari qui peut-être fait l'objet de pression, qui est déjà un petit peu mouillé, qui s'est peut-être déjà fait un peu embarquer et qui n'est plus en confiance lui-même pour aller dénoncer quelque chose, mais qui pour autant, si elle n'a pas une totale confiance et si elle n'est pas assurée d'une protection absolue, ne va pas venir informer les autorités judiciaires. Et c'est vrai que c'est sa protection qui nous préoccupe. Je fais le lien du coup avec Stéphane Ardouin et le mécanisme que vous avez mis en place, parce que vous avez mis en place un dispositif de signalement qui est très large, qui est ouvert finalement à toute personne qui est témoin d'atteinte à la probité. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous dire quel bilan vous en faites, et si vous avez le sentiment que la protection ou les protections qu'on vient d'évoquer sont déterminantes dans la décision prise par les personnes de venir vous signaler des faits, ou si vous avez le sentiment qu'elles ignorent ces mécanismes de protection. Et voilà. Donc d'abord, merci aussi de cette invitation. Alors peut-être vous dire, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Inspection générale de la police nationale est à la fois un service d'enquête judiciaire spécialisé, puisque nous sommes saisis des affaires les plus importantes, les plus graves, les plus sensibles, les plus complexes, pour prendre la formule de la DSCG, au judiciaire, pour les enquêtes. Mais nous sommes aussi un service d'enquête administrative, donc je suis délégataire dans ces cas-là du ministre de l'Intérieur pour conduire des enquêtes dites prédisciplinaires. Mais nous avons toutes sortes de missions à côté et qui ne sont pas sans lien avec le sujet des atteintes à la probité, puisque nous sommes référents lanceurs d'alerte. Et nous avons aussi, bien sûr, comme toute inspection générale, des missions d'audit interne, d'évaluation. Et vous pensez bien que les atteintes à la probité sont aujourd'hui portées comme une priorité dans notre action. J'ajoute que nous coordonnons également la maîtrise des risques au sein de la Direction générale de la police nationale. Je ne m'occupe que de police nationale. Et la gendarmerie que vous avez entendue ce matin a son propre dispositif. Et que là aussi, les atteintes à la probité sont au cœur de notre action. Vous avez parlé de la plateforme de signalement. En fait, elle n'est pas propre aux atteintes à la probité. C'est une plateforme de signalement grand public qui est bien connue maintenant, puisque à côté d'un service de plainte qui est ouvert au grand public et qui se situe à Paris, cette plateforme qui permet un accès sur l'ensemble du territoire national, y compris ultramarin, fait que nous avons 6000 signalements à peu près chaque année, et que dans ces signalements, je vous donnerai les chiffres, on peut avoir une part, hélas, très minime. Je dis hélas parce que c'est presque un regret, alors qu'en réalité, je pourrais m'en satisfaire en disant que c'est plutôt un indicateur. Mais je vais vous dire pourquoi c'est peut-être un regret. Alors, nous sommes en effet amenés à conduire des enquêtes en matière de corruption, et peut-être avant de parler du signalement, j'ai repris, moi, mon portefeuille. Alors, j'ai donné ces chiffres déjà récemment dans un point presse public, mais je les redis. Nous avons 914 dossiers en portefeuille. Et sur ces 914 dossiers, ce que représentent les atteintes à la probité
c'est 234 pour l'année 2024. Et si on se reporte aux 5 dernières années, nous sommes passés de 137 à 234. Donc on a non pas doublé, mais pas loin, le nombre d'affaires, mais avec cette difficulté toujours de savoir si ce sont nos détecteurs qui fonctionnent mieux, la plus grande vigilance, ou est-ce qu'effectivement cela correspond objectivement à une évolution du phénomène. Je précise tout de suite que les consultations illicites de fichiers, et nous sommes saisis des plus graves, c'est-à-dire de celles qui ont une dimension corruptive, puisque vous pensez bien qu'une consultation illicite pour vérifier que la nounou n'a pas d'antécédents, c'est pas bien, c'est un délit, mais c'est pas l'IGPN qui s'en sert. Donc moi, les miennes, si j'ose dire, elles sont corruptives. Et ces atteintes à la probité, finalement, elles augmentent, mais avec un mode opératoire qui est souvent autour de la consultation de fichiers. Ce qui est important parce que dans le sujet, vous faites le lien avec la criminalité organisée. Et ce n'est pas si évident que ça, nous, quand on regarde les sujets et nos affaires, d'établir un lien avec la criminalité organisée. Je veux dire par là que vous avez quelques affaires, elles sont rares heureusement, où la corruption va porter sur une police spécialisée et où le but du jeu, ça va être de déjouer une opération, ça va être de corrompre au plus haut niveau de la police judiciaire spécialisée, c'est-à-dire au niveau de compétence et de décision d'une enquête, pour en changer le cours. C'est assez rare, et les quelques affaires d'ailleurs retentissantes que nous avons autour de ça, c'est plus complexe que la presse ne le raconte, c'est pas forcément des affaires de corruption en tant que telles, mais plus des problèmes de défaillance dans le traitement des sources, et avec parfois, on va dire, des pratiques illégales, mais qui en réalité recherchaient plus une sorte d'efficacité débridée, mais qui créent du coup des vulnérabilités sur le terrain de la corruption. En revanche, nous avons clairement des affaires où le policier corrompu est actionné, sans savoir qu'il va servir une organisation criminelle, et sans savoir qu'il est finalement indirectement en relation avec la criminalité organisée. Typiquement, nous avons des affaires, et il y en a eu qui ont été retentissantes, d'autres qui sont, si j'ose dire, dans le secret de mes enquêtes, mais je peux quand même en donner une typologie, où nous avons quelqu'un qui a donné une information sans savoir que ça pouvait servir à servir un contrat, par exemple, ou à empêcher une opération d'interpellation, voire à renseigner quelqu'un qui est en fuite et qui, se situe à haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas bien la notion de basse intensité, parce qu'en réalité, nous sommes sur des phénomènes qui sont certes pris isolément comme potentiellement relativement limités, mais qui, du coup, s'inscrivent dans des réseaux et dans des modes opératoires qui, eux, se situent à haut niveau et à haute intensité. Et vous voyez, la problématique du signalement, du coup, elle est assez complexe en réalité. Parce que qu'est-ce qu'on veut toucher comme public de signalants ? Alors bien sûr, vous avez parlé de la plateforme de signalement grand public, je pourrais m'adresser au grand public. Il n'y a pas très longtemps, et à titre privé, j'ai fait un magnifique voyage dans un pays qu'on aime beaucoup en France, qui s'appelle le Sénégal. Et en arrivant au Sénégal, j'avais été un peu surpris, peut-être avec ma casquette IGPN, qu'il y avait des pancartes un peu partout pour dire « Si vous êtes victime de corruption, dénoncez, voici le numéro ». Bon. Est-ce que ce genre de dispositif serait utile ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, dans mes dossiers, je ne vois pas beaucoup de particuliers qui viennent se plaindre de corruption. Et s'ils le font, on a quelques affaires quand même, c'est de la corruption-extorsion, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est de l'abus de pouvoir, clairement exprimé à un moment, si tu fais ça, je te fais ça. Et on est finalement dans des situations qui sont un peu limites avec l'extorsion. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit cette cible-là, pour nous, la plus intéressante. Alors, on ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la plus intéressante. Lanceur d'alerte. Je vais être honnête, il n'y a pas de médias. Si, il y a des médias, parce que j'ai vu qu'il y avait un journaliste tout à l'heure sur une table ronde, mais il est peut-être parti. De toute façon, c'est dans mon rapport public. Alors, on a été pudique quand on l'a écrit, 0 signalement. Voilà. Donc, lanceur d'alerte, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe, hein, c'est précieux, mais pas de signalement. Donc, je ne peux pas dire que pour moi, ce soit, on va dire, un sujet très opérationnel à ce stade. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est le signalement interne. Et pourquoi ? Parce que je suis quand même surpris de voir que nous en avons si peu. Ou plus exactement, nous en avons, et sous formes diverses, parfois par article 40 d'ailleurs, donc là, c'est de l'interne qui part vers la justice, mais qui évidemment passe par l'IGPN, c'est qu'on sent bien qu'il y a une vraie difficulté à faire remonter le signalement, et je vais parler de l'encadrant, je parlerai aussi du potentiel mise en cause, ce qui est un autre sujet, mais qui est en effet lié. On travaille d'ailleurs avec l'AFA sur un axe essentiel qui est la notion de signal faible et de détection de signal faible. Nous avons à l'IGPN une plateforme qui est interne et qui est dédiée à la discrimination, au harcèlement et au racisme.
Mais on pourrait imaginer qu'on l'étende justement à ces sujets. Et c'est peut-être là que est peut-être la réflexion la plus engagée. Parce que comment on aide un encadrant à détecter et à objectiver un signal faible? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord un signal faible? Et ensuite, quand on regarde ces signaux faibles, qui très souvent en matière d'atteinte à la probité, je parle sous le contrôle d'Isabelle, relèvent très souvent de la vie privée. C'est l'addiction, c'est le jeu, c'est une séparation qui se passe mal, c'est quelqu'un qui se retrouve sans un toit pendant un temps, et dont on sait qu'il a par ailleurs des fragilités. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a une belle montre au poignet. Bon, est-ce que ça suffit à faire un signalement? Or, quand on prend tous nos dossiers, et qu'on fait, et en ce moment on fait une étude d'ailleurs scientifique sur les profils et les modes opératoires de la corruption dans la police, on se rend compte qu'après coup, généralement ces signaux on les trouve. Mais c'est une reconstruction a posteriori. Donc la question pour nous, et c'est là que je mets ma casquette enquête administrative, c'est comment, alors même que je n'ai pas assez pour être dans le judiciaire, je n'ai pas assez pour faire un article 40, et je ne suis pas service de renseignement et je ne veux pas le devenir, donc je ne vais pas engager des techniques spéciales de renseignement. Comment je fais pour articuler le contrôle interne et le signal faible, lequel a été identifié à la suite d'une formation, parce que ça passe par la formation, et qu'on ne peut pas être dans un arbitraire qui, de toute façon, serait, et à juste titre, rejeté par le corps social, parce que les syndicats diraient tout de suite, mais vous êtes bien gentil, mais vous ne pouvez pas être dans cet arbitraire où vous décidez que parce que quelqu'un a des problèmes de santé, à ce moment-là, il faut le regarder au motif qu'il y aura un déterminisme et que statistiquement, c'est généralement des gens qui sont en situation de vulnérabilité physique ou psychologique qui commettent des faits de corruption. Donc on voit toute la difficulté et la complexité. Donc la réflexion, évidemment, ce n'est pas du tout une annonce parce que j'en suis pas là, mais c'est que si on devait, à mon avis, faire quelque chose en lien justement avec le travail que nous avons engagé et que de grande qualité sous l'égide de l'AFA, ce serait de prolonger notre plateforme de signalement interne consacrée à la discrimination pour offrir un espace de dialogue avec des chefs de service qui ont des doutes et pour voir comment on peut objectiver les choses et ensuite le coordonner avec le contrôle interne. Ça peut être par exemple faire un contrôle fichier, puisque vous savez, Jean-Michel Gentil a dû en parler ce matin, nous travaillons à des outils de détection et on pourrait regarder la consultation, voir un peu ce que la personne fait. Et à partir de là, on pourrait, en cas d'anormalité, faire une enquête administrative qui peut être l'antichambre d'une enquête judiciaire, parce que pour le coup, ça peut nous amener des éléments à aller jusqu'à l'article 40, et l'IGPN fait des articles 40. J'ajoute aussi, on travaille avec la DACG là-dessus, que l'IGPN est un service d'enquête comme les autres, et nous pouvons aussi faire des enquêtes judiciaires d'initiative, sous l'autorité d'un procureur, bien sûr, et donc on peut aussi imaginer qu'on bascule et qu'on judiciarise nous-mêmes sans passer par l'article 40, ce que nous faisons finalement de plus en plus. Ça, c'est le premier point, c'est l'encadrant. Alors, le deuxième point, c'est le mise en cause. Enfin, le mise en cause. Disons, celui qui aurait, à un moment, franchi le Rubicon. Est-ce qu'il y a une place au sein de la police nationale, alors que, attention, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit d'un policier. Et d'un policier qui, à un moment, aurait, entre guillemets, des remords et qui se dirait « il faut que je parle ». Bon. C'est très séduisant, parce qu'on arrive à la question qui a été, je pense, déjà évoquée par Jean-Michel et peut-être la ministre elle-même. On travaille dessus. D'ailleurs, la DLPJ nous a mobilisés. Une sorte de repentir administratif, si vous voulez, qui pourrait être le pendant du repentir judiciaire. Peut-être d'abord, parce que là, on marche sur des œufs, il y a des choses qui ne sont pas possibles déjà. D'abord, on ne peut pas s'asseoir sur l'article 40. Donc, si on a la connaissance à un moment, parce qu'on a été très bon dans la récolte de signaux faibles et qu'à la fin, on a commencé un dialogue avec la personne et que la personne finit par dire « Ok, j'ai fait une connerie, pardonnez-moi l'expression familière, j'ai consulté des fichiers, j'ai donné ça à quelqu'un, mais je ne sais pas trop à qui, je crains fort que ce soit en fait du grand banditisme. Au début, j'ai cru que c'était un cousin sympa de mon voisin. En fait, c'est plus que ça. Je me retrouve pris à la gorge, il y a des menaces. » Enfin bref, on voit le processus. On est au début. Oui, d'accord, mais on va faire un article 40. On ne va pas garder ça pour nous. Donc c'est quand même une limite assez vite posée, parce que qui dit article 40 dit judiciarisation, qui dit judiciarisation dit dialogue avec l'autorité judiciaire qui aura toujours la primauté de l'enquête et aussi de la réponse. Parce que si je lui fais des promesses que je ne peux pas tenir, du genre avec moi, rassurez-vous, vous resterez policier, moyennant quelques conditions, mais on ne va pas vous évincer, et s'il y a une interdiction judiciaire
d'exercer, on aura fait une promesse qui aura été une stipulation pour autrui, qui ensuite fait que notre dispositif ne sera pas crédible. Donc voilà, je mets toute la complexité déjà du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif de repentir administratif, et je prends le terme au sens générique, sans rentrer dans le détail juridique, s'il n'y a pas un point de départ qui est le dialogue avec l'autorité judiciaire le plus en amont possible. Parce qu'ensuite, on peut coordonner les choses, effectivement. Un procureur peut parfaitement dire, mais moi, s'il y a une réponse administrative adaptée, je peux classer l'affaire. Le procureur peut aussi dire, je fais une composition pénale. Le procureur peut dire, je fais une CRPC. Et je ne mets pas dans la corbeille une interdiction professionnelle, je renvoie ça à la responsabilité de l'administration, et à partir de là, nous, on aurait notre propre dispositif. Là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que je termine là-dessus, que moi, ma réflexion, mais elle est personnelle au sens, quand je dis personnelle, c'est pas en tant que citoyen, c'est en tant que chef de l'IGPN, et pour le moment, je ne veux pas dire que c'est la position de la police nationale, puisqu'on est en train d'en discuter entre inspections, avec la DLPJ. Elle est plutôt d'évoluer vers un dispositif, et je pense qu'elle pourrait presque se faire à droit constant, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de... Parce que le droit disciplinaire est un droit souple, en fait. Plutôt de dire, il faut qu'on ait une sorte de plaidé coupable administratif, qui puisse permettre tout simplement à un moment d'évaluer la situation, peut-être de dire, monsieur, vous ne pouvez plus être policier d'active en ce moment, mais on va vous recaser dans un service administratif, par exemple, et puis on va voir ce que dit le procureur, et on fait cette proposition, et on a un dialogue compétitif avec l'autorité judiciaire qui permet d'aboutir à une solution. Quitte à mettre en œuvre des solutions RH de déménagement, pour éviter que la personne se retrouve dans un contexte local qui serait celui de l'environnement qui l'aurait corrompu. Voilà, ça me semble tout à fait intéressant. Mais je ne crois pas à un mécanisme dur. Je ne crois pas à un mécanisme dur avec une sorte de promesse actée sur contrat, un peu à la repentir si vous voulez, parce qu'à mon avis, le repentir, pour être clair, pour un policier, ça supposerait qu'il soit à un certain niveau de criminalité qui fait qu'il n'a plus sa place dans la police. Donc là, il faut fermer la porte, et il n'y a plus de place que pour le judiciaire, quitte à ce qu'ensuite, il y ait une exemption de peine ou une réduction de peine dans le cadre des dispositions qui sont prévues par la loi. Voilà. Merci beaucoup pour ces pistes que vous venez d'énoncer et qui montrent que, d'abord, la réponse est souvent protéiforme, comme l'est d'ailleurs la criminalité qui est en face de nous. Vous avez aussi très justement dit qu'on ne sait pas toujours au moment où on a connaissance d'une infraction qui paraît mineure, dans quel contexte plus général, dans quel contexte infractionnel elle se déroule, mais ça laisse montrer que l'ensemble des possibles permettrait aussi de couvrir la zone grise qu'on a identifiée, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit très justement, lorsqu'on se trouve un petit peu en bas du spectre et qu'on ne correspond pas, et pour lesquels les mesures qui ont été certes étendues lesquelles on ne rentrerait pas dans les conditions d'octroi ou seraient totalement disproportionnées. Je ne sais pas si ce dispositif existe en Italie. Je crois que... Nous, on fait une nette différence entre les trois hypothèses. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il dénonce les lanceurs d'alerte. S'il dénonce juste un fait de corruption pas lié à pas grave, bon, tout ça reste, bien sûr, après, ça passe tout à l'autorité judiciaire. Mais au niveau de système après de protection, ça reste là. Et seulement quand les faits de corruption c'est lié vraiment à la communauté organisée, alors donc là on commence à discuter. Je voudrais juste dire quelque chose, peut-être j'ai oublié dans ma présentation. Bien sûr, tous les systèmes de protection, ils passent par l'autorité judiciaire. C'est moi, comme procureur, que je prends la déclaration du collaborateur de justice ou d'un témoin. On fait une première évaluation. Et si on retient que le risque il est évident, immédiat, mais donc alors là, on passe au comité central qui est formé par magistrats, forces de police, qui vont évaluer les risques et après vont décider sur les mesures spécifiques. Et il y a un autre détail très important, je pense que, parce qu'avant, on n'avait pas ça, mais pour rendre effective et véritable la collaboration, par exemple, des collaborateurs de justice, il faut qu'ils racontent les choses qu'ils savent
dans 6 mois. Il ne peut pas commencer à dire aujourd'hui une chose, après un an autre chose. Bon, il faut qu'ils disent les faits les plus graves qu'ils ont commis ou qui savent d'être commis par quelques-uns d'autres dans 6 mois. Après, c'est terminé. Et là, on value et on va se décider si activer les programmes de répression ou non. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos interventions extrêmement riches et intéressantes et laisser maintenant la parole à la salle si vous avez des questions à nous poser. Une seule question. Oui, bonjour, Isabelle Rivu, AMF. Moi, je voudrais savoir s'il y a une différence de traitement entre les aviseurs et les lanceurs d'alerte. Et si tel est le cas, quelle est cette différence de traitement, bien sûr, et est-ce qu'il y a une porosité, c'est-à-dire est-ce qu'un lanceur d'alerte peut devenir aviseur? Dans quel système juridique? J'entends dans le sens où, a priori, les lanceurs d'alerte ne peuvent pas être rémunérés, ce qui n'est pas le cas nécessairement des aviseurs. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes en termes de traitement et de protection des aviseurs versus protection des lanceurs d'alerte? Si on comprend bien, la question c'est est-ce qu'on peut passer de l'état de lanceur d'alerte à un état d'aviseur, c'est ça? Moi, je pense que s'il remplit les conditions, il n'y a pas de... Enfin, l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est juste des circonstances qui sont très différentes. Je cache pas, une interrogation personnelle sur la notion même d'aviseur qui ne fait pas forcément de collaborateur de justice. Okay. Très bien. Alors là-dessus, réponse assez large. Effectivement, je pense que c'est des catégories qui restent souples, donc on peut peut-être passer de l'un à l'autre, mais qui doivent quand même être appliquées. Pour le coup, là, sur la sphère fiscale, moi, j'ai pas de précision à apporter. Je pensais, comme on était dans le champ de la criminalité organisée, que vous étiez sur l'angle de l'informateur, qui, lui aussi, doit être répertorié, peut être rémunéré, mais donc on est dans un autre spectre. Alors, peut-être que certains de mes copanélistes ont des précisions à apporter. J'ai pas encore pratiqué. Hein. Mais voilà. Peut-être une dernière question quand même. Bonjour, merci pour vos interventions. Merci à Madame Gégouzeau pour l'invitation. Moi, je suis Anoucha Chaboyan, étudiant en Master 2 Compliance et droit des affaires, issu de l'Université Aix-Marseille. Et ma question est destinée à M. Ardouin. C'est comment l'IGPN garantit-elle la protection effective d'un agent qui souhaite signaler une atteinte à la probité lorsqu'il existe un fort réflexe de solidarité interne qui peut être organisé, pouvant décourager l'alerte? Merci. Oui, non, mais le problème ne se pose pas en termes de garantie, parce que, pour le coup, si vous voulez, un policier qui est chef de service a l'obligation de dénoncer tout fait qui relève de la corruption. Tout policier a cette obligation. Donc, il ne faut pas inverser les choses, parce que si vous voulez, si on commence à dire que, d'une certaine manière, il faut qu'on ait, et les dispositifs de protection existent, j'ai parlé des lanceurs d'alerte, mais je pense qu'il faut quand même partir du principe, c'est une sorte de présomption de bonne foi, que l'institution n'aime pas la corruption. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai rencontré les organisations syndicales à mon arrivée, et lorsque j'ai lancé le projet, qui n'est plus un projet, puisque maintenant c'est dans les textes, de créer une délégation nationale anti-corruption, dans l'organigramme, et dans les textes, et avec des prérogatives renforcées, et en disant on va faire de l'initiative, et on va engager des techniques spéciales d'enquête, ce n'est pas des techniques de renseignement, je me suis dit, je vais créer un peu de tension. Ma surprise a été qu'il y a eu un avis unanime en conseil, en CSA, c'est-à-dire l'instance paritaire. Et si vous voulez, je pense qu'il faut quand même faire le pari
que globalement, le corps social de la police est contre la corruption et ne veut pas avoir de policiers corrompus en son sein. Une fois qu'on a dit ça, quand vous parlez de questions de protection, en fait, vous dites comment on réussit à vaincre une forme alors ce que certains appellent à tort de l'omerta en réalité, où il y aurait ensuite des pressions qui seraient exercées par la hiérarchie ou par des collègues qui diraient « où était une balance », etc. Je vous dis comme je le vis en tant que directeur de l'IGPN. Ce problème de la pression du corps social, et ça peut se comprendre, est beaucoup plus vrai quand il s'agit de questions d'usage de la force dans des contextes d'intervention. Et pour une raison assez simple, parce que le policier va s'identifier et il va dire « non mais attendez, là on est en train de reprocher à un policier un usage d'armes dans un contexte d'intervention sur un type dangereux, mais moi à sa place j'aurais fait pareil, ou en tout cas je comprends sa réaction ». Et ce sont dans ces contextes-là, en réalité, qu'on a souvent un sujet, je dirais, de mobilisation, parfois, oui, un climat qui confine à une forme, on va dire, de pression, et où on doit faire preuve aussi de détermination et aussi de pédagogie. Mais dans les affaires d'atteinte à la probité, très honnêtement, le problème se pose assez peu. Et moi, je peux vous assurer que les affaires qu'on sort, notre problème, c'est effectivement la détection. Mais une fois qu'elles sont détectées et que l'enquête est lancée, il y a assez peu de sujets. Et tout le monde est assez d'accord à la fin pour que on soit sur un scénario qui est plus proche de l'éviction que du maintien. Et ça a changé, je pense, là-dessus. Ça a changé. Excusez-moi, je vais vous provoquer un tout petit peu. Alors, la question est très bonne parce que dans la police, il y a un autre code d'éthique. Il y a une fraternité, une fratrie. On dit il ne faut pas dire à qui que ce soit, il ne faut pas cafeter. Et si vous cafetez, ça ne va pas. Et donc, il y a ce code de silence. On appelle ça un bouclier bleu en anglais. Alors, donc, le lancement d'alerte pour les policiers, c'est tout à fait autre chose. Il est très difficile de faire en sorte que les policiers en parlent. Et c'est pour ça qu'il est important de faire une sensibilisation à l'échelle internationale. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Il faut vraiment avoir le ton qui dit nous ne tolérons pas la collection et nous vous encourageons, et c'est votre devoir absolu de signaler tout incident de connexion. Et donc il faut vraiment en fait empêcher les officiers, les policiers de protéger leurs propres. Merci.